Place à notre invitée à présent, Madame Sissi Saphir, juge pour enfants et coordonnatrice de l'ONG AMES, Action multisectorielle pour les enfants en souffrance. Madame Sissi, parlez-nous un peu des objectifs de votre ONG. Ok, comme le nom l'indique, nous sommes une action multisectorielle, donc nous chapeautons pratiquement plusieurs domaines. La santé, l'éducation, la justice, dont je porte le chapeau. Les objectifs d'abord, primordial, c'est d'accompagner les enfants qui sont apportés à la justice. Donc, l'accompagnement des enfants en justice, la prise en charge juste après. Si on devrait parler de nos juridictions pour enfants, dans nos juridictions pour enfants, nous avons 3 registres. Le registre de l'enfant qu'on fait avec la loi, registre civil et registre enfant en situation difficile. Donc, comme on dit dans la population, les chégués, les enfants orphelins dans des orphelinats au niveau social. Alors, nous, en tant qu'acteurs accompagnateurs de l'enfant, pour nous, les enfants en souffrance, ne regardons pas seulement les enfants socialement en souffrance. Nous avons des enfants qui vivent dans la bourgeoisie, mais qui ont des problèmes psychologiques. Nous avons des enfants malades. Et surtout, nous avons des enfants qui subissent des violences internes. Surtout, il y en a plein. Dans des familles, à cause de la précarité, il y a des enfants qui subissent des violences verbales, morales, psychologiques, voire même sexuelles, auprès de leur famille. Donc c'est plus d'accompagner l'enfant qui a besoin d'être accompagné. Concrètement, comment vous faites cet accompagnement? Par, il y a un accompagnement judiciaire, vous avez dit, donc vous donnez des avocats avec autorisation des parents qui doivent effectivement se présenter comme des tuteurs, parce que les mineurs, ils ne peuvent pas porter plainte. Oui, effectivement, les mineurs restent en justice avec les parents. Pour ceux-là qui n'en ont pas, nous avons des assistants sociaux qui assistent les enfants, qui accompagnent les enfants en justice pendant les audiences. Et effectivement, c'est comme ça qu'on travaille. Alors aujourd'hui, vous êtes sur le plateau de Justicia pour parler particulièrement de la violence sexuelle faite sur les enfants. Vous êtes parti sur quel constat? Bon, il faudrait dire que nous avons pris force en regardant les réparations mal faites en cas de violence sexuelle, quelquefois pas faites du tout. Il y a des réparations qui ne sont pas faites. Alors la soif de la justice, c'est ça qui nous a amené à revoir un peu la chose. Parce que les violences sexuelles ne sont pas des actions ponctuelles carrément. Vous avez une fille qui a été violentée à 13 ans. Elle porte cette situation jusqu'à sa 20e année. Donc la justice peut passer par là. Il y a des dommages et intérêts qu'on a alloués. Il y a des arrangements, comme on le dit. Bon, surtout en cas de manque de preuves. Vous avez le bourreau qui s'en va, parce que c'est une affaire à deux. C'était pas lui, c'était l'enfant. L'enfant ne reconnaît pas très bien. C'était la nuit. Mais le fait reste. Le fait est là. L'enfant a été violé par quelqu'un. Et c'est à ce niveau-là, bon, si on n'a pas le bourreau, et même si on avait le bourreau sous les barreaux, qu'est-ce que l'enfant, la victime, devient? Et je pense que les violences faites sur les enfants, c'est vrai qu'on met un ton assez fort, mais n'importe quelle violence faite sur les femmes, même les femmes âgées, si elles sont violées, elles doivent apprécier leur réparation à un niveau Et complet. généralement ici, on parle toujours de réparation matérielle, mais on ne tient pas compte du préjudice moral que cela crée. Et comment vous comptez vous battre pour que les victimes puissent comprendre qu'ils ont des droits et les réparations ne sont pas que pécuniaires, quoi?
Oui, oui. Alors, il y a des stigmates, il y a des cicatrices qui restent dans la personne de la victime violée. Donc, nous travaillons plus avec des psychologues. Les psychologues, et nous accompagnons surtout les enfants avec l'approche. Pourquoi? Parce qu'on avait remarqué que les personnes qui sont violées, elles-mêmes, elles se haïssent, elles se rejettent. Et la société, quelquefois, les rejette. Et elles deviennent suicidaires. Elles se renferment. Ce ne sont plus des histoires à raconter ni à étaler. Mais qu'est-ce que vous faites de l'aspect culturel de cette situation? Parce qu'il y a certaines tribus qui tolèrent encore, qui estiment que c'est de droit, un oncle avec sa nièce. Et est-ce qu'aujourd'hui, la loi protège ces enfants mineurs qui sont encore exposés à ces genres de pratiques? Oui, oui. La loi condamne cela. Il y a des coutumes vraiment qui énervent la loi. Donc, quand le monsieur prend la dame, il prend aussi la petite sœur, qu'on appelle l'établis, surtout au niveau de nos villages. Il y a des coutumes qui vont à l'encontre des lois. Les droits et nos lois les condamnent. On a eu plusieurs cas. Bon, il faudrait dire que les juridictions sont accompagnées avec des moyens. Surtout ça, on souffre avec des moyens. Parce que s'il faudrait tout le temps aller accompagner, il y a des avocats qu'il faut prendre en charge. Mais il y a ceux qui font du prodéo, qui peuvent le faire sans demander de l'argent. Oui, effectivement, mais il y a des affaires qui peuvent prendre 2 à 3 ans, 5 ans, 6 ans. Et ce serait mieux pour nous qu'un seul avocat ou bien la même chambre, le même cabinet poursuit l'affaire. Souvent avec le temps... Alors au niveau de votre ONG, un enfant mineur qui a été abusé et dont l'affaire a tiré en longueur, qui devient majeur, et comment vous vous y prenez? Est-ce que l'affaire est classée ou bien vous continuez quand même à faire le suivi? Et qu'est-ce qui se passe après? Bon, au niveau du tribunal pour enfants, on ne classe pas les dossiers. Et comme on venait de le dire, il y a des dossiers frappés des prescriptions, c'est vrai, ça fait souffrir au fait l'esprit de la justice. Parce que vous voyez quelqu'un qui vous revient après 10 ans et qui vous avoue que non, j'ai été violée quand j'avais 12 ans par mon grand frère, par mon frère. Alors, il faudrait ouvrir le dossier, comment se comporter par rapport à cela. Donc l'ONG travaille, on dirait, je pourrais dire, derrière le rideau de la justice. Donc après la justice, il y a les ONG, il y a la société civile. Si la justice est limitée avec les prescriptions, si la justice est limitée avec les moyens, les ONG peuvent accompagner les victimes à obtenir réparation, tant soit peu. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas peur d'être jugé parti, vous êtes juge et vous êtes obligé d'être l'église au milieu du village, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment de traiter certains dossiers avec passion? Parce que vous êtes vous-même responsable d'une ONG justement qui traite des questions, entre guillemets, des violences sexuelles en général, mais également des violences vis-à-vis des enfants mineurs. Est-ce que vous faites une ligne de démarcation ou alors il y a des dossiers pour lesquels vous donnez à vos collègues? Bon, il faudrait dire que quand je suis au tribunal, je suis plus technique. Donc, que d'avoir cette patience, je ne dirais pas qu'à l'extérieur de mes exercices de tous les jours, mais quelquefois on se dit, pour porter la chose, pour bien la faire, il faut vraiment avoir un peu de patience. Sinon, là on se dit, bon, l'affaire est close, il n'y a pas assez de preuves, faute de preuves, la faute profite à l'accusé. Mais vous avez un cas de viol. Et lorsque la réquisition viendra, l'enfant a été défloré. Et ça reste dans la tête de l'enfant. Devrions-nous s'arrêter là? Parce que la justice n'a pas les mains assez longues. Concrètement, au niveau de l'ONG, vous récupérez les cas qui viennent déjà au tribunal ou bien il y a aussi d'autres cas qu'on vous emmène comme ça pour essayer de traiter, de gérer? On parle bien des enfants mineurs abusés. Oui, l'ONG ne travaille pas en dehors de la justice et l'ONG ramasse les affaires après la justice, après que la justice est passée dessus. Nous laissons faire la justice complètement, épuiser tous ses moyens.
Et quelles qu'en soient les décisions, si on a eu gain de cause ou pas, l'ONG a le devoir de continuer son devoir. C'est ce que nous sommes en train de dire. Les traces, les cicatrices des violences, que ce soit verbal, que ce soit moral, ne finit pas, ne s'arrête pas après un bon procès. Donc nous avons constaté quand même qu'après 2-3 ans de violence, la victime a complètement transformé et elle devient quelqu'un d'autre. Et elle pose des actes psychologiquement explicables. Et on peut lier ces actes directement à la violence qu'elle a subie il y a 10 ans passés. Il y a 10 ans passés, c'est pour cela. Donc, autrement dit, un enfant qui a grandi dans la maltraitance sera aussi violent. Bon, ce sont les probabilités. Donc, et les structures d'accompagnement n'arrivent pas à changer ce genre d'enfants, vous croyez? Si, si. Nous allons de la base. Nous, chez nous, on dit ceci. Nous avons vu les êtres humains faire des ours, des carnivores, des lions, en faire des herbivores. C'est-à-dire, nous voyons des êtres humains transformer des animaux, les apprivoiser et en faire des animaux domestiques. Comment un être humain peut échouer sur un autre être humain? Au niveau de l'ONG, nous nous battons. Il y a eu quand même plusieurs changements. Nous avons travaillé avec des hommes d'église, des psychologues, des médecins. Et on a même eu des cas où il fallait déplacer des enfants de leur cadre familial, de cadre où ils ont subi les violences, les infractions. Parce que l'enfant a été violé chez eux à la maison. Bon. Vous avez eu solution ou pas, d'accord, mais comment vous le laissez dans ce milieu? Donc il faudrait nécessairement déplacer l'enfant pour essayer de l'aider. La première réparation qu'on donne à une victime de violence sexuelle, c'est d'abord le cadre. Changer son cadre. Est-ce que vous avez pensé aux structures d'accueil? Oui, oui. Nous avons des structures d'accueil, tant soit peu. Nous sommes en train de construire des maisons adaptées pratiquement, on les appelle maintenant aujourd'hui des personnes avec handicap mental. Alors, vous savez aussi que pour extirper un mal, il faut s'attaquer à son fondement, comme on le dit. Est-ce que vous ne pensez pas que ces problèmes d'enfants, enfants en conflit avec la loi, les enfants maltraités, la cause c'est la pauvreté carrément? Bon, dans le temps, nous avions pensé comme ça. Mais quand on a eu des enfants sortis des familles bourgeoises, c'est jeté depuis des 13e étages, on a compris que ça va au-delà de tout ça. Nous avons des enfants suicidaires. Et d'ailleurs, les enfants dans la bourgeoiserie nous posent plus de problèmes. Là, il y a un manque de parents, un parent absent, un parent lointain qui ne s'implique pas parce qu'il est dans ses affaires, dans des voyages, dans des avions. Un enfant doit être accompagné de son père et de sa mère, sinon il doit être accompagné. C'est une personne en quête d'amour, en quête d'affection. Et ce qui est bon avec l'enfant est encore une opportunité à un changement. C'est l'adulte qui ne change plus. Que de se focaliser sur les enfants, ce serait mieux. Parce que l'enfant peut changer. On a encore de l'espoir. Alors, que de ne pas se focaliser sur votre enfant, c'est déjà en faire un koulouna dans la maison. C'est pourquoi on peut parler de koulouna en cravate et de koulouna en soutane, qui sont censés protéger, amener leur rapport positif. Mais aujourd'hui, on voit ce qu'on peut voir. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de vous attaquer aux causes de ce grand fléau, dont la conséquence est justement la situation de certains enfants qui sont déplorables aujourd'hui. Mais avec quels moyens et quel soutien? Bon, les moyens, le soutien, on en a. C'est le volume des affaires, c'est le volume des cas. Il y a trop de cas. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu plus qu'avant? Oui, avec l'Internet, avec tout ça, avec la conjoncture actuelle, comme vous venez de le dire. Que les volumes s'agrandissent, ce n'est pas le problème, c'est partout. Mais c'est l'implication. C'est l'implication qui est minime. C'est l'implication qui est minime. L'implication de qui?
de toutes enfin, les auteurs appropriés, en commençant par les parents. À cause de la précarité, de la conjoncture actuelle, comme on vient de le dire, les deux parents sont absents, ils doivent aller chercher à manger pour les enfants sont seuls. Avec ce système des maisons comment on dit, des cours communes, il y a plus d'infractions, et surtout avec ce Covid et ce confinement, on a eu plusieurs cas d'inceste. Cas d'inceste? Oui. Parce que les gens sont confinés, ils n'ont rien à faire. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Papa est sorti, maman est sortie. Bon, là, on se regarde. Avec l'Internet dans les téléphones, qui, aux extrêmes, stimule les jeunes à la curiosité sexuelle, il faudrait dire cela, comme ça. Et on a eu plusieurs cas. Juste pour satisfaire une curiosité, c'est comme ça qu'ils s'excusent. Vous avez des mineurs qui se violent entre eux. Non, ce sont des cas. Donc, il y a plusieurs cas, c'est vrai, mais il y a peu d'implications. Et le rôle des églises dans tout ça? Ah, ça, il faudrait le dire. Parce que les églises renferment maintenant le 3/4 de la population. Alors, si les églises ne s'impliquent pas pour aider un peu la justice, là, comme je venais de le dire tantôt, on est tous en berne en matière d'accompagnement en justice. Alors, en termes d'accompagnement, justement, on va terminer. Est-ce que vous avez quand même pu, c'est vrai, récolter des bons résultats, un bon accompagnement, un enfant qui vous avez récupéré dans des situations compliquées, qui aujourd'hui peut être une personne respectable et respectée dans la société et donner des bons fruits? L'accompagnement marche. Il n'y a pas de problème au niveau de l'accompagnement. C'est la réinsertion. Il faut remettre l'enfant dans des conditions normales. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Il n'y a pas de structure d'accueil. Vous pouvez travailler sur l'enfant et vous trouvez dans une situation où vous avez réussi votre projet, votre chef-d'œuvre, mais il faudrait le placer cet enfant dans des conditions. Il doit rentrer à l'école. Heureusement, merci pour le chef d'État qui a rendu aujourd'hui l'école gratuite, l'enseignement gratuit. Et là, à l'époque, c'était terrible. Il faudrait qu'il rentre à l'école, mais avec quels frais? Vous avez des enfants très talentueux, mais il vous dit carrément, déjà, il a un problème pour passer là où il doit passer la nuit. Et il y a des maisons d'hébergement en ruine. Alors, Madame Sissi Safir, vous êtes juge, vous avez dit depuis 5 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire de tout ça? Est-ce qu'il y a de l'espoir ou la situation continue à se détériorer? Est-ce que la situation de l'enfant congolais peut s'améliorer un jour? Bon, je dirais, en ce qui me concerne personnellement, qu'il y a de l'espoir. Il faudrait simplement être plus regardant et informer à la population, informer à ceux-là qui ne le savent pas, qu'il y a des juridictions pour enfants. Il y a, moi je me dis, la juridiction pour enfants, c'est un cadeau donné à votre enfant. Parce que là, un parent n'a plus besoin, en fait, comment pourrais-je le dire? Voilà, la juridiction pour enfants, c'est le bras du parent, là où le parent a échoué. La justice pour enfants peut aider à relever. Donc nous pouvons dire qu'il y a de l'espoir. Il faudrait simplement être plus regardant. Plus simplement, un père peut faire arrêter son enfant, ou une mère, si l'enfant ne se comporte pas bien. Oui, mais bon, chez nous, ce n'est pas une juridiction punitive, hein, encore moins correctionnelle. C'est plus une juridiction éducationnelle, hein, et sociale. Et sociale. Donc on recadre l'enfant, on ajoute ce qui manque à ses carences. On aide au fait le parent, parce qu'il faudrait dire qu'au niveau de l'éducation à Kinshasa, il y a à boire et à manger. Et les juridictions sont un peu sociales et éducationnelles. Quand il y a un enfant qu'on emmène, vous continuez à apprendre à l'enfant ce qu'il n'a pas encore eu. C'est pourquoi on l'appelle enfant. Il a encore le temps d'apprendre, c'est que l'adulte sait déjà. Mais à un adulte qui est censé avoir tout appris, on ne permet pas certaines bavures. Bien sûr. Alors, la dernière question pour conclure.
En marge justement de cette journée internationale de l'enfant africain, quel est votre vœu le plus cher? L'enfant, et notre vœu, c'est que l'enfant, c'est une opportunité que l'humanité donne à l'adulte de refaire ses erreurs, de corriger ses erreurs, pardon. Une possibilité à la nation de refaire là où on a mal fait hier. Un enfant bien encadré, bien éduqué, bien instruit peut relever la nation demain. Je dirais même que l'espoir du Congo, c'est l'enfant congolais, s'il est bien encadré, bien accompagné. D'accord. Madame Sissi Saphir, je vous remercie pour cette brillante intervention. Je rappelle que vous êtes juge pour enfants et coordonnatrice de l'ONG à Metz. Donc vous occupez particulièrement des cas des enfants en conflit avec la loi. En situation difficile. Et les enfants en situation difficile. En tout cas, merci pour votre disponibilité.